Aujourd'hui, on va parler des défis que les banques centrales ont à faire face, puis on va mettre l'accent principalement au niveau des États-Unis. Parce que on vit de l'inflation, ça c'est certain. On en parle depuis plusieurs mois, depuis 2021. Et ce qu'on voit, c'est que dans les outils que les banques centrales ont, puis on parle de la Réserve fédérale, le principal, en fait, c'est d'augmenter le taux directeur pour justement calmer l'effervescence, le dynamisme économique. Et ça, on l'a vu d'une manière on peut penser aux années 80 que les hausses de taux étaient significatives, mais là, on était tellement parti de bas, c'est sans précédent. Donc, l'année dernière, le taux directeur aux États-Unis était de 0,25 puis c'est là-dessus que les entreprises puis les consommateurs bâtissaient leur coût d'emprunt. Et là, ça a passé de 0,25 à 4,5 Donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts, puis c'est ce qu'on va voir, les impacts qu'on peut voir. Puis ça touche en particulier le consommateur. La médecine des banques centrales fonctionne parce que si on augmente ces taux-là, c'est certain que ça va influencer le consommateur. Et il faut se rappeler que le consommateur, c'est 60 de l'économie. Donc, si on regarde le consommateur, qu'est-ce qui se passe? Quelles données on a eues cette semaine, entre autres, qui mettent un peu la lumière sur l'impact de ces hausses-là? Bien, dans Wall Street Journal, il y avait un article cette semaine qui nous rappelait que maintenant, il y a 25 millions d'Américains qui sont en retard sur des paiements au niveau des prêts personnels. Donc, le niveau de délinquance est revenu à ce qu'on a connu lors de la crise financière. Donc, ça, c'est un exemple qu'il y a une certaine strate de la population qui est vraiment affectée par les hausses de taux d'intérêt, qui va affecter la vie de ces gens-là, mais aussi la consommation. Puis, durant la période de pandémie, on a vu les gens consommer des biens durables parce qu'ils ne pouvaient pas aller du côté du service, par exemple du voyage. Et là, il y avait eu de l'inflation, entre autres parce qu'on avait des enjeux de chaîne d'approvisionnement. Ça, on peut dire que ces coûts-là étaient transitoires parce que, entre autres, le coût de transport est revenu dans plusieurs secteurs d'activité au niveau qui était pré-pandémie. Mais aussi, on a ralenti la consommation de biens. Donc, cette semaine, on a eu les données manufacturières, puis on a vu une contraction qui était supérieure à ce que le marché s'attendait. Puis, même chose mardi matin, au niveau des nouvelles commandes du secteur manufacturier, on a une second mois où on a une réduction encore au-dessus des attentes de ce que le marché s'attendait. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est vraiment que la médecine des banques centrales a leur effet. Puis, ça touche le consommateur, ça touche les entreprises dans le secteur manufacturier, entre autres, et ce qui fait que là, on commence à avoir moins d'ouverture de postes. Et Jérôme Powell a mentionné que comment on peut justement avoir peut-être moins d'inflation salariale, parce que ça, c'est vraiment un facteur à surveiller. C'est pas nécessairement en voyant le taux de chômage augmenter significativement, parce que c'est vrai qu'on a un enjeu de main-d'œuvre, mais peut-être si on a moins d'ouverture de postes, ça va calmer le jeu. Et c'est les données qu'on a obtenues cette semaine, c'est ce que ça démontre. Puis, l'impact de ces hausses-là, des fois, on oublie à quel point ça peut avoir des ramifications. Puis, j'ai vu cette donnée-là cette semaine. On ne parle pas des États-Unis, on parle juste au Canada, en Ontario. C'est phénoménal de voir combien de gens quittent, par exemple, la province de l'Ontario. C'est très simpliste de dire qu'ils vont quitter juste à cause des hausses de taux d'intérêt, mais c'est vrai que le coût de la vie est élevé en Ontario, entre autres au niveau de l'accès à la propriété. Puis on pourrait déduire que ce serait logique que la hausse des taux d'intérêt amène les gens peut-être à bouger. Donc, ce qu'on peut voir actuellement, c'est clairement, là, c'est que la hausse de taux d'intérêt impacte le consommateur et ça crée un ralentissement économique. Et là, les gens disent, ben, tant mieux, on va voir l'inflation se calmer. Puis c'est pour ça qu'on voit les taux d'intérêt, soit sur les échéances 2 ans et 10 ans, baisser. Puis le marché accueille favorablement ces données-là parce qu'on voit que la médecine fonctionne. Par contre, quand on regarde les données en temps réel, il faut aussi réaliser une chose, c'est que l'inflation, ça va être quand même un défi. Puis c'est là-dessus que je voulais vous amener parce qu'il y a eu des nouvelles importantes cette semaine qui nous ont rappelé ces faits-là. Les banques centrales peuvent bien augmenter là, le taux directeur à 2 4 6 8 mais il y a des facteurs hors de ce contrôle qui sont inflationnistes pour des raisons autres. Cette semaine, les membres de l'OPEP ont décidé de couper la production de pétrole. Parce que, entre autres, des pays, par exemple, ou de l'Arabie Saoudite, qui dépendent de l'énergie pour assurer une croissance économique, bien, eux sont en train de pivoter le modèle d'affaires vers, par exemple, le tourisme. Ils ont besoin d'un baril de pétrole à un prix qui est élevé pour financer tous ces investissements massifs-là. Donc, eux sont biaisés, pour leurs raisons domestiques, locales, à contrôler quand même, à garder un prix du baril de pétrole relativement élevé. Mais ça, pour nous, même si la Banque du Canada ou la Réserve fédérale augmente son taux d'intérêt, ben, elle a peu de pouvoir
d'influencer justement ces décisions-là qui sont prises par les pays membres de l'OPEP. Et l'augmentation du baril de pétrole, ben, ça a des ramifications inflationnistes qui touchent plein de secteurs, par exemple le transport alimentaire. Donc, notre panier d'épicerie peut être impacté par ces décisions-là. Une autre nouvelle qui a fait la manchette dans les derniers mois, c'est vraiment la réalité qu'on découvre de tout fabriqué principalement en Chine. Ça crée des enjeux au niveau de chaîne d'approvisionnement. Et lorsque les tensions géopolitiques, on y repense. Donc, seulement cette année, on a 8 gros projets qui ont été annoncés au niveau des semi-conducteurs pour ramener la fabrication en Amérique, aux États-Unis. Puis c'est des investissements qui sont massifs. Puis peu importe le taux directeur, jusqu'à un certain degré, ben, ces projets-là vont commencer à continuer à se matérialiser. Puis c'est vraiment un défi de ramener la fabrication, là. C'est pas si simple. Donc, c'est des projets qui vont se décliner sur plusieurs années. Même chose au niveau de la guerre en Ukraine, on s'est attaqué un peu au garde-manger, si je peux me permettre l'expression, des Européens. La sécurité alimentaire, puis l'innovation alimentaire va amener quand même une certaine inflation de ce niveau-là. Puis, l'administration de la Maison-Blanche ont proposé 3 projets de loi massifs, entre autres pour décarboner l'économie. Et ça aussi, ça a des impacts parce que les gouvernements ont le désir de décarboner l'économie. Puis, du côté de la Réserve fédérale, les taux d'intérêt, c'est pas un outil qui est nécessairement efficace pour ralentir ces projets-là. C'est une volonté qui est là de plusieurs acteurs et ça va se faire. Donc, la réalité, là, c'est qu'on découvre en temps réel aujourd'hui, c'est que la Réserve fédérale puis toutes les banques centrales ont quand même un défi d'avoir un pouvoir pour contrôler l'inflation, mais on s'attend d'elles de pouvoir le faire avec le taux directeur principalement. Mais dans les faits, il y a quand même d'autres défis. Comment on peut conjuguer à ça avec, en tant qu'investisseur? Ben, c'est là que des fois, les gens, c'est plus des étudiants de l'actualité, puis ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent éviter les pertes sur les marchés. Donc, ils disent, ah, ben, devant ces faits-là, là, ils vont essayer de spéculer. Je pense que la Réserve fédérale va augmenter plus qu'on l'imagine le taux directeur. Les marchés devraient réagir négativement, donc je vais me mettre sur les lignes de côté. Puis c'est pas ça que je veux faire dans cette chronique-là, c'est pas de faire des prédictions de marché, comme vous connaissez pour ceux qui suivent notre chaîne YouTube depuis plusieurs mois. Mais c'est pas de faire des prédictions, mais c'est d'y aller de manière stratégique. Puis des fois, je donne le parallèle en affaires. Les gens qui veulent éviter des erreurs s'attendent peut-être irréalistement à avoir une exécution qui est parfaite. À la place, quelqu'un en affaires qui tire bien son épingle du jeu, c'est quelqu'un qui accepte que dans la vie, on ne peut pas tout éviter les erreurs. Par contre, son danse dans sa manche, c'est que donne-moi des problèmes, puis je suis capable de les résoudre, je suis créatif. Puis c'est la même chose lorsqu'on investit en bourse. Penser qu'on peut éviter les pertes dans le marché, je pense que c'est irréaliste. Donc, juste cette année, le Nasdaq, dans les 3 premiers mois, a fait un gain de 17%. Je pense que personne d'entre nous aurait pu l'imaginer, mais c'est ça la réalité du marché. Par contre, on peut quand même essayer de résoudre des problèmes. Et ce problème-là que j'ai mis en jeu de défi pour les banques centrales de ralentir l'inflation, mais comment on peut le résoudre? Ben, c'est en investissant une somme qui est raisonnable en bourse, avec un horizon qui est plus de 10 ans, mais de l'investir d'une manière qui est peut-être défensive. Et là, je vais l'expliquer. C'est que, premièrement, là, ce qui se passe au niveau de l'inflation, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les marges. Puis, ce que je dis aux gens, c'est assurez-vous d'avoir des entreprises qui ont vraiment de bonnes marges parce qu'elles pourront subir une pression sur ces marges-là et quand même dégager un certain profit. Puis là, il faut réaliser une chose. Moi, je ne serais pas surpris cette année qu'on voit que les entreprises affichent un recul au niveau des marges opérationnelles. On le voit actuellement. OK? Il y a un impact avec l'inflation. Puis on voit les attentes que les équipes, les projections les équipes les équipes de direction, qu'est-ce qu'elles donnent? Ben, elles donnent une pression sur les marges. Elles revisent à la baisse les bénéfices nets. Par contre, même si les marges opérationnelles baisseraient de 15%, par exemple, on viendra encore dans des marges au niveau du S&P 500 qui sont quand même raisonnables. On était très élevés. Les résultats qu'on a eus depuis 2020 étaient relativement supérieurs à ce qui était normal. Puis une donnée que l'investisseur devrait faire, pour ceux qui veulent s'impliquer dans leur propre sélection de titres, moi je dirais c'est vraiment de regarder le flux de trésorerie, la liquidité provenant des opérations par rapport à la valeur de l'entreprise, le free cash flow yield. Donc, est-ce que mon entreprise, non seulement elle a des marges, mais elle me génère de la liquidité? Ou finalement, est-ce que la liquidité doit être réinjectée dans des investissements massifs qui, elles, augmentent plus élevé qu'on l'avait imaginé parce qu'il y a des pressions inflationnistes? Il faut se poser la question. Donc, on vise des entreprises qui sont capables de générer de la liquidité, qui, malgré des pressions sur les marges, vont être capables de continuer à le faire. L'autre point aussi, c'est que actuellement, il y a des opportunités, à mon avis, parce que chaque décennie, par exemple, ont leur thématique. La dernière décennie, ça a été la numérisation du commerce.
autant pour l'expérience du consommateur que pour les entreprises. Mais avec tout ce que j'ai mentionné ici, puis on pourrait en parler davantage, il y a des secteurs d'activité, entre autres dans le secteur industriel, où il y a des entreprises qui vont très bien tirer leur épingle du jeu parce qu'ils offrent un produit, une matière qui va être en demande, puis ils ont une capacité d'avoir une élasticité au niveau du pricing, au niveau du prix. Parce qu'ils sont dans le bon secteur. Donc, essayez de choisir stratégiquement des entreprises qui ont quand même un potentiel de croissance pour la prochaine décennie dans le secteur qui offre, plutôt que d'être des victimes de ce qui se passe actuellement. Par exemple, certaines sociétés qui seraient peut-être dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Finalement, aussi, assurez-vous de la couverture de la dette. Donc, si mon entreprise subit une pression de ses marges opérationnelles, si son coût d'emprunt augmente, ben, ça va être quoi les liquidités? Puis si ma société me donne un dividende, est-ce qu'elle a vraiment les capacités de me payer? Bien, les gens seraient peut-être surpris de réaliser à quel point il faut faire ses devoirs à ce niveau-là. Puis évidemment, on veut des sociétés bien capitalisées, qui n'ont pas besoin d'aller en ronde de financement dans ce genre ou de levée de fonds dans ce genre d'environnement-là. Cependant, ce que je dis au monde, je dis aux gens, c'est qu'il faut garder l'œil ouvert, il faut être prêt à passer à l'offensive. Parce que, par exemple, on a peut-être des sociétés dans le secteur de la consommation qui vont vivre des périodes difficiles. Peut-être on va voir la valeur de ces entreprises baisser là. Ben, à certains moments, ça va peut-être être le temps d'être à contre-courant puis de mettre la main sur des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on voit actuellement en temps réel? C'est que la médecine des banques centrales fonctionne, puis on voit une baisse au niveau des données inflationnistes. De l'autre côté, il faut admettre qu'il y a des facteurs inflationnistes qui restent persistants et qui vont probablement rester persistants. Maintenant, comment on conjugue avec ce défi-là? Ben, c'était l'objectif de la présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.